À partir de 1682, lorsque la cour de France s'installe définitivement à Versailles, l'ancien petit village devient une ville dont la population s'accroît très fortement, notamment au nord de l'avenue de Paris, dans le quartier Neuf, futur quartier Notre-Dame. La construction d'une nouvelle église, voulue par Louis XIV, est confiée à l'architecte Jules Hardouin-Mansart. La première pierre est posée le 10 mars 1684 par le roi en personne. Mansart choisit pour ce monument une structure classique. 3 vaisseaux, des chapelles latérales, un transept saillant, une coupole de croisée, un déambulatoire et des chapelles rayonnantes. La paroisse de l'église Notre-Dame incluait et inclut toujours le château et sa chapelle royale. C'est ainsi qu'ont été enregistrés dans ces registres paroissiaux tous les actes de baptême, de mariage et de décès de la famille royale de France à Versailles. Prémisse de la Révolution française, les États généraux s'ouvrent le lundi 4 mai 1789 par une procession qui part de l'église Notre-Dame. Après la Révolution, Notre-Dame est presque intégralement pillée. Au cours du XIXe siècle, l'église est progressivement remeublée et restaurée. En 1905, suite à la loi de séparation des églises et de l'État, Notre-Dame est transférée à la commune de Versailles, qui en a la charge depuis. 100 ans après, le 4 août 2005, ce monument emblématique de la ville est classé au titre des monuments historiques. Cette église est une très vieille église de Versailles. C'est l'église qu'a vue Louis XIV. À l'intérieur, vous pouvez voir une pierre sur laquelle est inscrite la date de la consécration, 1686. J'ai été alerté en tant qu'adjoint en charge des travaux sur le patrimoine municipal et effectivement l'église fait partie depuis la séparation de l'église et de l'État du patrimoine municipal. Donc j'ai été alerté entre autres par madame Valérie Raymond qui suivait l'édifice et régulièrement elle m'invitait à monter chaque fois qu'on avait quelques interventions. On a eu plusieurs interventions en toiture. Du coup j'ai pu remonter cette alerte sur l'état du bâtiment qui nécessitait des travaux de plus en plus urgents. Donc on a lancé d'abord ces études et quand c'est devenu un peu plus technique, on a eu la chance d'avoir l'arrivée dans l'équipe de Marie Pascal qui joint des compétences à la fois côté monument historique et côté religieux et qui a pu nous apporter un plus important. J'ai essayé d'apporter un petit peu de liant, mais parce que mes expériences diverses m'ont permis de le faire. Mais chacun joue sa partition et la joue bien. C'est pour ça que le chantier avance bien dans les temps, que l'affectataire est vraiment avec nous et très heureux d'être avec nous. Le culte est toujours rendu dans l'église malgré les travaux, c'est très important. On a été obligé de mettre un filet pour éviter les chutes de pierre et ça tout de même c'est pas très joli dans le paysage urbain. Et puis on a eu aussi un événement qui aurait pu être beaucoup plus grave, c'est un tuyau de l'orgue de cette très belle église qui est tombé. Heureusement, un jour, il n'y avait pas de célébration. Et donc, il nous a d'ailleurs amené aussi à faire tous les travaux de restauration de l'orgue, qui a été la première étape des grands travaux qu'on a menés sur cette église Notre-Dame. Le conseil municipal a décidé donc d'engager des investissements importants avec le concours du conseil départemental des Yvelines et bien sûr de l'État. L'église Notre-Dame de Versailles est une vieille dame. Il faut en prendre soin. Pour ce faire, la ville de Versailles a engagé il y a quelques années une étude diagnostique que nous avons réalisée afin de déterminer quels étaient d'abord l'état global de l'édifice, mais surtout les premières urgences qui nécessitaient une intervention rapide. Les premières urgences étaient liées à des dégradations sur les tours clochers de la façade principale qui donne sur la rue de la Paroisse et pour lesquelles il avait fallu mettre des filets de protection. À la suite de cette première étude, des autorisations ont été demandées sur la base d'un projet que nous avons établi pour engager un programme de restauration très ambitieux et dont la première phase qui est celle sur laquelle nous sommes avec ces échafaudages inaugure en quelque sorte tout un programme qui va se développer sur la totalité de l'église avec une restauration des façades en pierre de taille mais une restauration également de tous les ouvrages de protection, les couvertures et les charpentes, les sculptures qui ornent la façade et l'ensemble des menuiseries, des grands portails qui permettent l'accès à l'édifice. Le parti architectural d'une restauration, il est
souvent le même en quelque sorte. D'abord, préserver tout ce qui peut être préservé, c'est-à-dire conserver, faire en sorte de protéger et venir avec une intervention très fine et très soignée, remplacer uniquement ce qui ne peut pas être conservé. Tous les compagnons qui sont ici connaissent la valeur d'abord de leur art, mais de l'art de leurs confrères. Cette intervention en bonne intelligence se fait toujours pour servir le projet et faire en sorte que les autres interventions se passent dans les meilleures conditions possibles. Mon intervention est de refaire à neuf des éléments qui avaient quasiment disparu liés à l'usure de l'eau de pluie et tout ça, du temps. Alors du coup on intervient sur le remplacement des sculptures. Toutes les pierres sont taillées à neuf et à l'identique. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'interprétation, c'est de la copie de style néoclassique. Donc là en l'occurrence des chapiteaux avec des volutes avec une chute de chêne. Le néoclassique, c'est ce qui se rapproche le plus du style antique, on va dire. C'est vraiment du statuaire ou alors de l'ornementation très vivant. Donner vie à la matière, à l'Antiquité, ils adoraient faire ça, donc du coup, le néoclassique et le classique s'en est beaucoup rapproché. Surtout sur une pierre de Saint-Leu, qui pour nous, des casseurs de carrière, c'est vraiment un régal à sculpter. Parce qu'elle se tient bien, c'est-à-dire, vous voyez, on peut faire des aiguilletés, elle a une sonorité incroyable. Et elle est très, bizarrement, elle est ferme, mais tendre. On peut faire vraiment des mouvements très élancés ou très torturés. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la pierre royale, quoi. Il y a au moins sur un seul chapiteau un bon 70 heures de travail. Et en termes de globalité du chantier, je pense qu'on est pas loin de 200 ou 300 heures, mais c'est vraiment très approximatif comme temps de travail. Sur ce site, on participe à la restauration, c'est-à-dire qu'on met en œuvre du plomb, de l'ardoise, du zinc, du cuivre, pour permettre l'étanchéité des toitures. On est vraiment sur une zone où on n'a pas beaucoup de place. Donc il faut gérer le stockage, gérer les matériaux quand ils arrivent. Dès qu'on arrive avec du plomb, forcément, ça arrive sur palette, c'est du stockage, c'est du volume. Alors la difficulté, c'est que là, on travaille sur du monument historique, donc il y a un attachement culturel, il y a un attachement religieux, on travaille du plomb, donc c'est vraiment très spécifique. Donc là, on peut voir la mise en œuvre de pièces spécifiques en plomb. Pour ramollir la pièce, du coup, il la chauffe un petit peu avant, ce qui va permettre au maillet, avec différents outils qu'on a, de pouvoir aplanir la matière et de l'emboutir pour qu'elle prenne la forme du cintre du dôme. Parce que la souplesse du plomb nous permet de pouvoir épouser cette typologie d'ouvrage. Et après, on les fixe avec une pâte en cuivre plus un clou. En cuivre aussi. Donc en fait, il faut faire une restauration qui soit efficace pour que le bâtiment reste en bonne forme, qu'il n'y ait pas de désordre, dit de risque pour le public, mais aussi intervenir d'une façon suffisamment sensible pour qu'à l'arrivée, on n'ait pas le sentiment qu'il a été restauré. Il faut qu'on retrouve ce lieu tel qu'il est dans notre tête. Et donc c'est cette approche sensible avec aussi la compétence des compagnons qui participent bien sûr très largement à cette démarche, qu'il faut un petit peu jouer comme un chef d'orchestre vis-à-vis de musiciens déjà très, très compétents. Donc là, nous la rénovons sur un support volige. La volige, c'est le bois. Hein. Tout en lavoise naturelle, en clou cuivre, tout cloué mais taillé à l'ancienne, au marteau ardoise, en clume, comme nos ancêtres ont fait. Donc voilà comment on taille l'ardoise. Donc là, tout est à l'identique. Ça, c'est un chanfrein large. Ensuite, vous avez le chanfrein court. Chanfrein court, on se rapproche. Là c'est plus système écurie et que là, c'est château ou église. Et après, on perce l'ardoise, toujours à l'envers. Là, on fait ça pour pas le bâillement. On fait toujours à l'envers pour une raison, c'est que le clou cuivre, si je le faisais dans l'autre sens, le clou cuivre, là, ne dépasse pas l'ardoise. Si je le fais dans ce sens-là, vous voyez la différence? C'est que vous mettez votre clou, là il dépasse. Et ça doit être fait comme ça, et le clou ne doit pas dépasser rien. Regardez, faites ça avec votre doigt, vous allez voir. Et regardez, on voit que ça boite. Quand ça fait ça,
Celle-là, par exemple, celle-là serait bien pour là-haut. Ouais, regardez. Faites juste ça, vous le voyez. Moi, je le vois. L'ardoise, il faut la sentir. Le bruit, tout. Celle-là, elle est bonne. Parce qu'après, vous pouvez la percer comme ça. Et vous la casserez pas. Au niveau de la façade, il y a eu un nettoyage général. Toutes ces interventions-là, notamment de nettoyage, de dépollution, ont fait l'objet de tests préalables, accompagnés avec un laboratoire de recherche spécialisé dans les monuments historiques, pour justement permettre de doser exactement, de faire le choix du produit, de la technicité, et ensuite de laisser les compagnons œuvrer sur ce nettoyage. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir voir déjà l'église Notre-Dame sous un meilleur jour qu'avant les travaux, avec une belle pierre blonde de Saint-Leu qui est tout à fait nettoyée, qui retrouve justement sa particularité qu'on ne voyait plus dans sa lecture, qui est son veinage, un veinage où on voit justement les veines qui se dessinent, qui sont un peu plus ocre ambré, qui caractérise la pierre de Saint-Leu, qui vient du bassin de Saint-Maximin, pas très loin d'ici. On a mis des tiges en fibre de verre qui se trouvent donc à l'intérieur de ces carottages, qui ont une profondeur d'un mètre, environ 1,20 m, 1,50 m, qui doit justement traverser l'ensemble de la profondeur de la pierre de la plate-bande. Ils ont ensuite fait les injections par lesquelles elles sont réalisées en fait, au moyen de ces tubes en plastique qui sont remis à plusieurs reprises pour pouvoir justement ensuite combler en fait, les interstices qu'il puisse avoir à l'intérieur de la maçonnerie. Et enfin, on viendra couper un morceau de la carotte pour pouvoir justement combler l'intervention, le patiner de sorte à ce que ça ne se voit pas. Du coup, ces agrafes qui sont à l'intérieur sont en fait repris par des nœuds d'agrafes qui viennent ensuite avec une deuxième agrafe verticale, elle s'ancrer à l'intérieur du fût de la colonne pour justement jouer ce principe de nœuds et de liaison qu'on a entre les différentes armatures. Tout cet ensemble de frontons, de colonnes, etc. qui peuvent basculer vers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y avait donc ce système métallique que l'on vient compléter par la fibre de verre. La fibre de verre étant quelque chose qui empêche le phénomène de basculement. La recherche du projet architectural, c'est de doser, de savoir jusqu'où on va aller dans les éléments remis en place et resculptés donc à neuf, entre guillemets, et puis les éléments anciens. Donc bien évidemment, l'aspect de ce bâtiment est gardé, je dirais, le charme du passé. On essaye d'être le plus vrai possible. Mais ça, c'est justement la qualité de l'entreprise, de la main du compagnon qui sait jusqu'où il peut aller. Pour qu'à la fin, le lieu, quand on passe devant, on n'ait pas l'impression qu'il a été restauré. Comme vous pouvez le constater, on a donc des pierres en remplacement qui sont du coup en attente de sculpture. On va justement restituer la partie de la jambe qui était justement en mauvais état suite au diagnostic qui a pu être réalisé et qui nécessitait justement d'être déposée pour être remplacée, substituée pour une vraie pierre parce que, pour votre information, elle avait été réparée dans une ancienne campagne de restauration en ciment. Nous avons l'opportunité justement de faire une belle restauration et reprendre justement avec les matériaux d'origine. Donc vous voyez le tracé qui a été fait de la jambe, qui a été dessiné du coup par le sculpteur. Et ensuite, il va avoir son épannelage un peu plus approfondi, et donc c'est-à-dire la taille du bloc, avant de venir ensuite sur une taille plus précise. À travers ce type de restauration, ça permet à des artisans d'art de perpétuer des traditions qui autrement se perdraient. Les compagnons qui possèdent encore l'intelligence de la main, c'est important de les faire travailler. Et c'est en fait grâce à eux que les traditions, les savoir-faire se perdurent. Moi je dois dire que mon métier, mais la plupart des architectes, des monuments historiques ont fait le même chemin, je l'ai appris sur les échafaudages de par les compagnons. Et c'est à travers eux que l'on comprend comment les choses se font, la difficulté, l'approche, comment on doit comprendre la pierre, l'ardoise, le plomb, etc. Et donc j'ai beaucoup d'attachement pour les compagnons qui travaillent sur ces chantiers, qui sont un métier vraiment très, très dur parce qu'on est aux intempéries. Et ça pose la question du temps. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est un peu pressé et tout le monde demande une certaine rentabilité. Mais c'est très important ce que vous dites. Moi, j'insiste beaucoup sur l'urbanisme, sur la notion de temps.
Parce qu'aujourd'hui, on voudrait faire la ville de façon accélérée. Or, en fait, quand on pense la ville, il ne faut pas la penser en 2-3 ans, il faut la penser sur des décennies. Enfin. Et ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on doit avoir aujourd'hui. Tout cela prend du temps. Le temps de la réflexion, le temps du geste, le temps du délai de fourniture. Et de la même manière que cette œuvre architecturale nous est parvenue en subissant et en supportant les épreuves du temps, le temps est l'allié nécessaire d'une opération réussie. La plus grande difficulté, c'est d'être à la hauteur des enjeux d'une restauration comme celle-ci. C'est d'accepter avec humilité, de savoir qu'on ne sait pas tout, que l'on va découvrir des choses, que ces difficultés vont être surmontées grâce à l'équipe en fait. À chaque fois que l'on intervient sur un bâtiment, on ne peut pas se positionner en disant « on fait comme la dernière fois ». C'est pas possible. Je dirais que le caractère unique, c'est que généralement on n'intervient qu'une seule fois sur un édifice de ce type, d'autant plus que des interventions telles qu'on les mène sont des interventions qui se passent une fois par siècle. Donc le caractère unique, il est lié également au fait de la chance que l'on a au travers de la confiance qui nous est accordée de pouvoir intervenir sur cet édifice. On se doit de faire en sorte d'être toujours à la hauteur, en tout cas de tendre vers l'excellence pour que cette chance unique qui nous est confiée conserve le caractère unique du bâtiment.